Le sucre, il est destiné à vos cellules. Donc, résistant à l'insuline, ça veut dire tout simplement que l'insuline qui est fait pour ouvrir la porte, les serrures sont grippées. Donc, qu'est-ce que fait le pancréas? Il fait plus d'insuline. C'est paradoxal. On est résistant à l'insuline, donc l'usine à insuline qu'est le pancréas en fait plus. Et là, c'est le début des ennuis. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé. À l'heure du déjeuner, désormais, vous avez découvert cet été le docteur Réginald Allouche. Réginald Allouche, alors on a des messages qui viennent du monde entier, je lui disais, du Liban, du Québec, enfin Canada, d'Angleterre, du Maghreb. Voilà, vous êtes très nombreux et beaucoup de professionnels de santé à être très fidèles à ce partage de connaissances que nous donne le docteur Réginald Allouche. Comment allez-vous, Doc? Écoutez, ça va très bien. Quand je viens, ça va très très bien. Je suis très content d'ailleurs qu'on puisse transmettre le savoir. C'est la chose la plus importante pour un professionnel de santé. Voilà, et le niveau monte, et c'est vrai que vous avez appris beaucoup de choses, notamment dans la prévention du diabète, son traitement et ses modes d'évolution. Alors vous êtes, je rappelle, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, et que votre dernier livre s'appelle La méthode hépato-détox. Le voilà. Voilà, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Et le docteur Allouche, qui a une grande culture, m'apprenait 2-3 mots très utiles avant l'émission en arabe, et donc que j'essaierai d'utiliser. Peut-être pas dans cette émission, mais dans une autre émission, docteur Allouche. Je vous demande de ne pas les utiliser dans cette émission. Ah bah non, mais les mots ne s'usent que si on s'en sert. Oui, vous savez qu'il y a souvent des expressions qu'on utilise et dont on pense qu'on sait ce que ça veut dire. Par exemple, c'est le cas de ce qu'on appelle l'insulino-résistance ou la résistance à l'insuline. Tout le monde pense savoir ce que c'est. Oui. Et finalement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et on n'en connaît pas le phénomène. Non, on n'en connaît pas le phénomène. Et en fait, si j'osais ce terme, je dirais que la résistance à l'insuline, c'est probablement, entre guillemets, la mère de beaucoup de pathologies. Parce qu'en fait, on la retrouve partout. On la retrouve, bien entendu, dans le prédiabète, dans la NASH, dans la stéatose hépatique, on la retrouve dans l'hypertension, on la retrouve dans l'arthrose, on la retrouve aussi dans cette maladie qui touche beaucoup de jeunes filles, qui est le syndrome de l'ovaire polykystique. Et en fait, même le syndrome de l'ovaire polykystique, on peut dire que c'est une maladie qu'on considère comme gynécologique, mais c'est probablement beaucoup plus une maladie métabolique et qui vient de la résistance à l'insuline. Donc, comprendre la résistance à l'insuline, c'est au fond comprendre le début, la genèse de beaucoup de maladies. Et c'est pour ça que je milite en tant que médecin pour la prévention. Parce que quand on le sait tôt, on peut agir. Parce que le corps humain est très plastique. C'est un peu comme de la pâte à modeler quand on est jeune. On peut encore l'influencer. Après, quand on a 30, 40 ans, 50 ans, les systèmes se sont installés. Et là, ça commence à être de plus en plus difficile. Donc, je milite beaucoup pour qu'on se connaisse dès l'âge de 20, 25 ans, 30 ans. Je suis désolé, ça paraît un peu, on se dit, oh ben non, à 20 ans... Quand on a 20 ou 30 ans, on est immortel. Exactement. Donc on peut tout faire, on peut manger, on peut tout boire, on peut se retrouver en coma éthylique, on peut machin. Mais en fait, la réalité, c'est qu'à 20 ans, à 25 ans, on peut avoir une très réelle photographie de ce qu'on est et des gènes dont on a hérité. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes les enfants de nos parents et de nos grands-parents et qu'on en hérite, bien entendu, des qualités, mais parfois aussi des problèmes médicaux. Alors j'ai une question bête, mais est-ce qu'il existe un examen pour évaluer la résistance à l'insuline? Ah oui, bien sûr. Et alors l'examen le plus connu, c'était parce que c'est encore utilisé pour le diagnostic dans la grossesse, c'est la fameuse hyperglycémie provoquée précoce, HGPO, qui consiste à vous donner plusieurs dizaines de grammes de sucre d'un coup à jeun, ce qui d'ailleurs est un peu difficile à supporter, et souvent les femmes, puisque c'est dans le diagnostic de diabète de grossesse, vomissaient, enfin avaient des nausées. Donc déjà, quand on est enceinte, on a quelques nausées, donc c'était difficile. Mais ça permet de voir la réaction de votre organisme à ce sucre. Alors, on va refaire un peu de physiologie. Quand vous mangez du sucre, le sucre est avalé, il arrive dans l'estomac et après il arrive dans le duodénum et dans la première anse du grêle, et là il commence à être absorbé. Et quand il est absorbé, immédiatement il y a de la sécrétion d'insuline. D'accord ? Donc les sécrétions d'insuline, donc le glucose arrive dans le sang, d'accord ? Puisqu'il est arrivé dans l'intestin, donc il passe dans le sang, il va par le foie, toujours, il passe toujours par le foie. Tout ce qui va dans l'intestin passe par le foie. La glycémie augmente et à ce moment-là, ouf, le pancréas,
qui est un organe profond, fait de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone reine. C'est elle qui va faire qu'elle a une clé, elle ouvre la porte des cellules et elle fait rentrer le sucre. Parce que s'il n'y a pas de sucre dans les cellules, elle meurt. C'est une hormone, hein. C'est une hormone très puissante qui est sécrétée par le pancréas et qui a 2 missions. La première, de faire rentrer le sucre dans les cellules. La deuxième, les sucres non utilisés vont être stockés sous forme de graisse. Voilà, parce que ce qu'on ne sait toujours pas, c'est que le sucre est stocké sous forme de triglycérides et donc de gras et est stocké ensuite dans les cellules spécialisées de stockage que nous avons génétiquement programmées, qui sont les adipocytes que nous avons dans l'abdomen, les bras, le visage, les fesses, les cuisses. Voilà. Donc en fait, après, eh bien, comment on va faire le diagnostic? Ça dépend comment les choses vont revenir à la normale. Soit vous avez un aspect, donc vous voyez, vous avez une glycémie à jeun 0,80, on va prendre ça, 0,80 grammes par litre, glycémie, glyque, sucre, émis, sang. Donc c'est le taux de sucre dans le sang. Ça monte, mais ça ne doit pas monter au-dessus de 1,60, 1,70. Et puis après, ça va redescendre. Donc si ça descend comme une dune, vous voyez les dunes, elles ont un front montant, et puis après elles finissent vers la mer. Voilà, si vous connaissez la Mauritanie, c'est exactement ça. Donc ça monte et ça descend comme ça. Donc ça, c'est la dune mauritanienne, c'est la normale. Voilà, c'est le bonheur. Après, vous avez la forme de ballon. Ballon, c'est-à-dire que la glycémie a augmenté, mais elle reste augmentée, puis elle descend un peu mollement comme ça, comme les ballons d'Auvergne, en fait, vous voyez. Et donc la ballon d'Auvergne, ça c'est autre chose, c'est des signes de prédiabète ou de diabète gestationnel. Et puis vous avez le diabète réel, c'est les massifs du Mont Blanc. C'est-à-dire que vous avez 2 pics. Un premier pic important, ça redescend, puis ça remonte un petit peu, et tout ça, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc d'un côté, la dune mauritanienne, simple, ça monte et puis ça descend comme ça tout doucement en sifflet. Le deuxième, c'est le ballon. Ballon, là, c'est un petit doute. Et puis troisième, c'est le massif du Mont Blanc, c'est le diabète. Vous voyez ? Donc ça vous permet d'avoir un diagnostic. Mais on peut le faire aussi de façon différente. On peut regarder, alors il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez aussi mesurer la glycémie à jeun, puis la glycémie qu'on appelle postprandiale, c'est-à-dire 1h30 après le repas. Vous pouvez aussi mesurer les taux d'insuline. Vous pouvez aussi mesurer... Comment on mesure les taux d'insuline ? Prise de sang. Mesure d'insuline, ce qu'on appelle l'insulinémie. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on est résistant à l'insuline, qu'est-ce qui se passe ? On va réfléchir. En fait, la résistance à l'insuline, c'est que le sucre, il est destiné à vos cellules. Quel est le plus gros consommateur de sucre ? C'est le cerveau, mais c'est ouais. le cerveau. Ouais. Voilà. Après, les muscles, tissu adipeux, le cœur, les organes. Voilà. Donc, résistant à l'insuline, ça veut dire tout simplement que l'insuline qui est faite pour ouvrir la porte, eh ben, les serrures sont grippées. Elle n'arrive pas vraiment. Donc, qu'est-ce que fait le pancréas ? Il en fait plus. Il fait plus d'insuline. Et comme il fait plus d'insuline, eh ben, on va avoir dans les résultats une insuline qui va augmenter. Voilà. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que on est résistant à l'insuline, donc l'usine à insuline qu'est le pancréas en fait plus. Et là, c'est le début des ennuis. Parce que l'insuline, c'est la reine des hormones. Elle fait un nombre de choses absolument hallucinant. Je prends un exemple. Si vous avez une insuline trop élevée, elle va augmenter la rétention de sodium dans le rein. Donc elle va augmenter le fait de garder le sel. Si vous gardez le sel dans le rein, c'est l'hypertension, à terme. Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est lié. Ouais, s'il y a trop d'insuline sur l'ovaire, eh ben, qu'est-ce que va faire l'ovaire ? Il va faire plus d'androgène, de testostérone. C'est pour ça que les femmes qui ont un SOPK ont un hirsutisme, ont des boutons, des machins, des trucs. Hirsutisme pour tout le monde. Voilà. L'hirsutisme, c'est les poils qui poussent et ainsi de suite. C'est plus de poils, ouais. Voilà, plus de poils. Donc, voilà. Deuxième, trop d'insuline sur l'ovaire, ça fait le SOPK. Trop d'insuline sur le rein, ça fait l'hypertension. On pense aussi que trop d'insuline sur les articulations, ça fait l'arthrose. Et trop d'insuline, à un moment, ça fait le diabète. Parce que, qu'est-ce que c'est que le diabète ? C'est très simple. D'un côté, vous avez la résistance à l'insuline qui augmente. Et de l'autre côté, à un moment, le pancréas, il ne peut plus faire autant d'insuline. Il en fait de moins en moins. Et la définition du diabète, c'est quand il y a une insuffisance d'insuline. Que ce soit le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, vous savez, qui touche les enfants en général, les gens avant 20 ans, qui est une maladie auto-immune, qui est une maladie liée
a une maladie ce qu'on appelle auto-immune, c'est-à-dire qu'on a des anticorps. D'ailleurs, pour les tester, on fait les anticorps anti-GAD, anti-IA2. D'accord ? Et d'ailleurs, ça n'est pas héréditaire. Il n'y a que 3% d'hérédité dans le diabète de type 1. On a toujours dit... Mais moi, c'est quelque chose que j'ai entendu tout le temps, que finalement, c'était une maladie héréditaire. Non, pas du tout. En fait, bien sûr, on l'hérite. On hérite tous des gènes de nos parents, de nos grands-parents. Mais c'est que 2,75%. Voilà. Alors que le diabète de type 2, celui qui est 90% des diabètes, eh bien, c'est, si vous avez un parent diabétique, c'est entre 30 et 50% de risque d'être diabétique de type 2. Si vous avez 2 parents, c'est jusqu'à 70%. Voilà. Donc vous voyez, et en fait tout ça c'est lié à quoi ? À cette balance entre la résistance à l'insuline et la capacité du pancréas à faire de l'insuline. C'est tout. C'est simple à dire, mais si on s'occupe de la résistance à l'insuline tôt, eh bien on peut prévenir beaucoup de maladies. Je ne dis pas toutes, bien sûr, parce que là c'est très simplificateur. En médecine, il n'y a rien de simple et chaque individu est unique. Mais c'est rassurant pour les gens. Parce que s'ils peuvent, avec leur médecin traitant, bien sûr, parce que leur médecin traitant, c'est le patron de leur santé, mais ils peuvent demander à détecter cette résistance à l'insuline. Et surtout, il ne faut pas, d'un revers de manche, se dire « Oh, j'ai un petit foie gras, c'est pas grave. J'ai 1,10 g de glycémie le matin, c'est pas grave, je verrai. » Non, il ne faut pas voir. Parce que dans 10 ans, vous verrez. Voilà. Comme disait un ami de votre père, les affaires dont on ne s'occupe pas tout de suite finissent par vous rattraper. Exactement, ça c'était une règle absolue à mettre au fronton. Quand on ne s'occupte pas de quelque chose... Et c'est vrai pour tout. Pour tout. Voilà, c'est pour pour tous ces santé. papiers qu'on laisse dans l'entrée en disant « Ouais, de toute façon, je verrai bien. » Et voilà. Et puis surtout, maintenant, c'est digital. Il y a plus, c'est même plus l'homme, c'est la machine qui dit « Ah bah, il n'a pas payé depuis 3 mois, pouf, on lui tombe dessus. » On parle de l'insulino-résistance ce matin. Alors, on verra comment on devient insulino-résistant. C'est important, le message que vous faites passer ce matin, docteur Alouche, parce qu'il faut s'en occuper maintenant, enfin, au moment. Oui, parce qu'on peut, à 20 ans, être insulino-résistant. La preuve, c'est que les femmes qui, malheureusement, ont des SOPK, c'est la preuve de l'insulino-résistance. Donc, elles ont 20 ans, elles ont 25 ans. Et donc la réalité, c'est justement de retrouver un équilibre entre les sucres et l'insuline. D'accord ? Et ça, et donc c'est vraiment une maladie métabolique, le SOPK. C'est pas une maladie gynécologique. Donc on peut par des méthodes classiques, sans même dépenser beaucoup d'argent, puisque des règles hygiéno-diététiques, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Plus il y a un médicament qui est une merveille et qui peut être utilisé, parce que ça a été longuement publié, c'est la metformine. Voilà. Donc il y a vraiment des tas de solutions pour le SOPK et je pense que voilà, si on peut aider les gens à s'en débarrasser, c'est pas mal. Avec le docteur Alouche ce matin, on parle de la résistance à l'insuline. Alors quelles sont les causes de la résistance à l'insuline ? Les causes de la résistance à l'insuline, c'est une alimentation peu adaptée. D'abord, il y a aussi des facteurs génétiques, toujours. Il ne faut pas oublier qu'on est encore les enfants de nos parents et de nos grands-parents, parce que ça peut sauter une génération. Donc une alimentation pas adaptée et surtout un manque d'exercice physique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que l'organe qui consomme le plus de sucre, c'est le muscle. Donc quand le muscle devient résistant à l'insuline, là, ça devient compliqué. Donc il suffit, je dirais presque, c'est jamais comme ça, mais si vous perdez 5 à 7% de votre poids, comme pour le prédiabète, c'est le parallélisme est intéressant. Les règles, Et si vous faites 150 minutes d'exercice cardio par semaine, vous avez de bonnes chances de régler ce problème. Donc c'est vraiment des règles hygiéno-diététiques de l'exercice et pas plus au fond. Et alors pour le SOPK, effectivement, il y a, je crois que vous avez fait une émission sur ce sujet très intéressante, mais il y a de l'utilisation aussi de metformine. Parce que qu'est-ce que c'est la metformine ? C'est un vieux médicament, la metformine, qui coûte rien, qui coûte, je crois, 2 € les 30 comprimés, qui existe depuis 70 ans, on le connaît bien. Et en fait, à une dose adaptée, ça améliore la sensibilité à l'insuline et ça empêche le foie de libérer du sucre. Donc c'est très adapté à ce genre de pathologie. Mais ça, tous les médecins le savent, donc il faut l'utiliser. On met combien de temps pour devenir insulino-résistant ? Alors on peut mettre, c'est très variable. En général, si on fait le parallèle avec le prédiabète, en gros, il faut 5 à 15 ans. D'accord. 5 à 15 ans. Voilà, donc si à partir de 20 ans, on a une mauvaise hygiène de vie, qu'on ne fait pas d'exercice physique, et ainsi de suite,
bon, il est probable que vers 30-35 ans, on commence à avoir des vrais signes, sans tomber dans ce qu'on voit de plus démonstratif, c'est ce qu'on appelle le syndrome polymétabolique. Vous savez, c'est un syndrome polymétabolique, c'est le gros ventre. D'accord, c'est le gros ventre avec un peu d'hypertension, un peu d'hypertriglycéridémie, une certaine irritabilité. Voilà, ça c'est le syndrome polymétabolique, mais là il se voit, et quand il se voit à ce point-là, de toute façon, là soit on est dans le diabète, soit on est dans l'obésité, soit on est dans des maladies, parce que l'obésité c'est une maladie, il faut bien le rappeler. C'est pas juste j'ai du poids en plus. En général, quand on est obèse, c'est que d'abord on a des facteurs génétiques de prédisposition. Dans la famille, on trouve toujours un obèse. Et puis on a la vie, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut pas avoir un peu de ventre, c'est pas toujours une bonne idée. Non. C'est-à-dire que avoir un peu de ventre, pourquoi c'est très embêtant, et c'est vraiment un des premiers éléments d'insulinórésistance, de résistance à l'insuline, c'est parce que quand on a dans le ventre des adipocytes, donc les adiposes, gras, cytoses, cellules, ces cellules, elles peuvent être à l'intérieur du ventre, autour des organes, ou juste en sous-cutané, c'est-à-dire vous savez que tout votre tube digestif, il est entouré par le péritoine, qui est une membrane assez solide, et donc vous avez dedans les intestins, le foie, donc, et tout ça. Quand le gras est dedans, c'est plus péjoratif que quand le gras est juste sous la peau, le sous-cutané. Donc, vous voyez, donc la graisse à l'intérieur, on l'appelle la graisse intra-abdominale, ou la graisse, pour les spécialistes, omentale. Et cette graisse-là, elle est très embêtante, parce que quand l'adipocyte, il est plein, d'accord, il est plein de gras. Je vous rappelle, ce gras, il peut venir du sucre, parce que c'est le foie qui le transforme. Quand il est plein de gras, il va se mettre à s'asphyxier, l'adipocyte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer des signaux qui sont des hormones qu'on appelle des cytokines, et qui sont des hormones inflammatoires. Ils vont envoyer des signaux d'inflammation. Et comme tout le sang qui vient du digestif, il va au foie, il va enflammer le foie. Et comme c'est le foie qui régule la glycémie, le taux de glycémie dans le sang, eh bien le foie va commencer à devenir inflammatoire. Mais il y a pire, c'est que cette inflammation peut aller aussi au niveau du cerveau, et donc déclencher d'autres maladies. Voilà. Et il y a aussi, parallèlement, il peut y avoir aussi une inflammation du microbiote. Alors que quand c'est sous-cutané, juste sous la peau, quoi, on peut la prendre à la main. Voilà, en fait, le test, c'est ça. Prenez votre ventre à la main. Est-ce que ça bouge, ce que vous prenez? Si ça bouge, c'est que c'est sous-cutané. Et alors, celui-là, il est paradoxal, parce que ce petit ventre-là, parce qu'en général, vous n'avez pas ça sous le truc, vous avez un petit peu, un truc, disons comme ça, un petit matelas, un petit coussin. Celui-là est protecteur. C'est paradoxal. Lui est protecteur, l'autre est délétère. Et alors, le ventre qu'on a sur les poignées d'amour, ou qu'on a sur les hanches, ça, c'est du sous-cutané. D'accord. Donc ça, c'est pas de la graisse, on va dire, dangereuse. Dangereuse, mais il ne faut pas en avoir non plus beaucoup, parce que si vous en avez beaucoup, à un moment, eux aussi vont avoir une action inflammatoire. Mais je dirais que c'est pas... vous savez, on voit tous les hommes à partir de 50 ans, ils ont beau faire attention, faire du sport, ils ont toujours un petit bidon. Mais ça, c'est lié à autre chose, c'est que sur les adipocytes, vous avez des récepteurs aux membranes qui sont sensibles à la testostérone, et ces récepteurs sont moins sensibles avec l'âge. Vous faites une tête là. J'essaie, oui, je vois tout ce que ça fait de vieillir finalement. De grandir. Oui, de grandir, oui. De mûrir. Oui, de grandir, c'est ce que disait Johnny Hallyday. Après tout, avoir à 50 ans un petit ventre, mettre en forme, c'est pas laid, quoi. Est-ce qu'il y a des symptômes à la résistance à l'insuline qui pourraient indiquer et alerter ceux qui nous écoutent? Tiens, peut-être que là, il y a une petite résistance à l'insuline. Oui, il y a des facteurs un peu dermatologiques. Vous avez toutes petites excroissances qui se mettent à pousser sur la peau. D'accord. Mais c'est pas des verrues. Des boutons? Non, c'est pas des verrues, c'est des petits bouts de peau, comme ça, pédiculés. Des petits trucs qui pendouillent. Ouais. Vous avez aussi une marque qui peut être une marque noire, un peu plus foncée au niveau du cou. Ouais. Ou sous les aisselles. Voilà, un truc comme ça, oui. C'est un peu plus foncé, je dis pas c'est noir, c'est pas... Non, c'est la première fois que je vous entends parler de ça. Voilà, donc ça porte un nom, mais qui est pas très beau, donc je ne le dirai pas. Et donc, vous avez une espèce d'assombrissement de la peau à ce niveau-là. Vous avez les petits pédicules, après vous avez des fringales. Vous avez des envies de sucre.
vous avez des fringales, vous avez un peu plus d'appétit, vous êtes irritable aussi. Vous êtes irritable. Pour certains hommes, il peut y avoir des troubles de l'érection. D'accord. Donc il faut, c'est pas anodin. Et alors le problème, c'est que si vous allez voir votre médecin en disant ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez mal au cou, puis le lendemain vous avez mal à l'épaule. Ça, c'est les signes de l'inflammation. Voilà. Une inflammation qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Cette inflammation. Ça fait penser un peu une forme de fibromyalgie, ce que vous racontez là. C'est l'éternel problème. Absolument, vous avez absolument raison, c'est qu'on ne sait pas. La fibromyalgie, quand on étiquette quelqu'un fibromyalgique. C'est les gens qui ont un peu mal partout. Voilà, on ne sait pas. Donc il faut chercher la résistance à l'insuline. Il faut toujours la chercher. Et c'est pour ça que, s'il y a un message que je peux donner à nos auditeurs, c'est que faire de l'exercice, c'est déjà essayer de supprimer ce diagnostic-là. Parce que quand vous faites de l'exercice, vous améliorez la capacité qu'a le muscle à utiliser le sucre. Donc vous réduisez l'insulinorésistance. En fait, le vrai traitement de l'insulinorésistance, c'est l'exercice physique. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'on vit dans des villes très urbaines, où on a fait une civilisation d'hommes assis aujourd'hui, d'hommes et de femmes assis. Nous sommes tous assis. Voilà. On passe notre temps à être assis et on ne bouge plus. Et même le soir, maintenant, la nouvelle génération se fait livrer l'alimentation. Donc, il ne passe pas son temps dans les marchés, de marcher avec son sac, son panier. Ouais, je sais, c'est fatigant, mais c'est bon pour la santé. Il ne choisit pas ses légumes et machin. Il a quelque chose qui arrive tout fait, avec du riz qui a déjà été cuit depuis 10 heures. Vous savez, c'est l'éternelle histoire des sushis, quoi. Les sushis, ça fait maigrir. Non, ça n'a jamais fait maigrir, c'est l'inverse. Donc, parce que le riz... Alors, les sashimi, par contre... sashimi, ça va. Ça va. C'est-à-dire c'est le poisson tout seul. Il faut que le poisson soit très frais, pour une seule raison, c'est qu'il y a de la cadavérine. Qui est, de la cadavérine. Ça fait peur, votre mot. Oui, ça s'appelle comme ça, qui se développe quand les produits sont un peu anciens. Donc, à quel moment qu'il a été sur... Voilà. Le sushi, et le sashimi, ça vient du Japon. Au Japon, pour ceux qui y ont été, ils sont allés, qui ont cette chance-là, il y a un marché à 3h du matin de la criée, et les Japonais, ils ne vous mangeront pas un sashimi surgelé. Voilà. Oui. Nous, on n'a pas le choix. Voilà. Nous, les sashimi, les sushis qu'on mange le lundi, autant vous dire qu'ils n'ont pas été faits à la criée. Voilà. Donc, alors, c'est pas une critique, hein, je veux dire, c'est très bon, mais de temps en temps, pas systématiquement comme élément qui permettent de maigrir. On parle d'insulinorésistance avec le docteur Alouche ce matin. On donnera des règles oui. Tout à l'heure. Hein. Mais la vraie question pour ceux qui nous écoutent, c'est finalement, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on est en train de le devenir ? Parce que moi, je pensais que c'était le prédiabète. En fait, vous voyez, quand vous m'avez proposé le sujet, je pensais qu'on était au stade du prédiabète. Mais non, c'est avant le prédiabète. C'est avant le prédiabète. C'est avant le prédiabète. Je rappelle, le prédiabète, c'est quand on a une glycémie à jeun comprise entre 1,05 et 1,26. Et c'est avant le prédiabète. C'est là où tout se prépare. C'est pour ça que ça peut se faire jeune. Et que donc, dès jeune, dès 20-25 ans, il faut justement commencer à savoir si oui ou non. Mais c'est pas compliqué. Il suffit de faire une prise de sang. Vous savez, on a beaucoup critiqué cette glucose révolution de Madame Hachopsé. Bon, moi, elle a fait un travail. Je considère que c'est pas la meilleure diététicienne du monde, mais la réalité, c'est que se mettre un capteur pendant 15 jours, seulement 15 jours, et de savoir comment notre corps réagit au sucre, c'est brillant. Voilà. Donc, il faut arrêter de monter les uns contre les autres. Je pense qu'à 25 ans, se mettre un capteur pendant 15 jours, eh bien, ça permet de savoir quand on mange une glace ce qui va se passer dans son corps. Parce que si on a un pic, déjà, à 25 ans, à 45 ans, les choses vont se compliquer. Donc, c'est tout. On a des outils. Alors que personne ne penserait le faire à 25 ans. Personne. Et moi, je milite pour ça. Déjà que tout le monde n'est pas d'accord sur le stade du prédiabète. Oui, mais alors je vais vous dire une chose. Moi, je considère qu'on a perdu la bataille collective contre le sucre. Voilà, je le dis comme je le pense. Il n'y aura jamais, je vous l'ai dit ici 3 fois, moi je dois mettre des gants homologués avec des trucs jaunes dessus pour rouler en moto, sinon c'est 2 points et 135 €. Mais il n'y a aucune loi qui régule le fait de mettre du sucre dans les bonbons de nos enfants. D'accord ? Donc dans un pays qui est le roi de la norme, et une Europe qui est la reine de la norme, comme par hasard, par un curieux hasard, on peut mettre des tonnes de sucre dans les produits pour nos gamins. Moi, je suis désolé, je ne comprends pas.
Donc je considère que la bataille collective, elle a été perdue. C'est le jeudi que vous avez boxe ? Non, c'est le mardi. Ah oui, vous faites boxe aussi le jeudi alors ? Non, parce que si vous voulez, quand vous entendez et quand vous lisez Le Monde et qu'on vous dit qu'en 2030 il y aura 1,3 milliard de diabétiques, on va faire quoi ? Aujourd'hui, c'est 595 millions. On va attendre, on va s'asseoir et on va dire « Ah, vous voyez, c'est une endémie, c'est une épidémie. Le Covid, c'est rien à côté. » Avec le docteur Alouche qui est avec nous, Réginald Alouche, qui vient parler ce matin de l'insulino-résistance. Vous avez vu qu'on avait peint les studios à la couleur de la mer de Tunisie. Ah oui, merci. J'espère que vous êtes sensible à notre... je suis extrêmement sensible à ce bleu qui n'est que en Tunisie. Ça y est, je vais me faire des ennemis. Le bleu de la mer, vous voulez dire ? Ah oui, le bleu de la mer. Le bleu tunisien est connu, même s'il y a le bleu marocain également, puisqu'on vient d'en parler. Non, il y a Chef Chaouen. Oui, c'est ça, mais je ne le connais pas. Donc, non, voilà. Bon. Je vais y aller. C'est Nadia El Bouya qui vient de rentrer, là, qui parlait de ce bleu Chef Chaouen et qui disait, voilà, les studios de Beurre FM me font penser à Chef Chaouen. Ouais. Mais l'Afrique du Nord, elle est bleue. Elle est bleue. Et blanche un peu aussi. Et blanche, très juste. C'est deux très belles couleurs. On parle de la résistance à l'insuline ce matin et surtout comment l'éviter et comment y remédier. Est-ce qu'il y a des traitements pour la résistance à l'insuline ? Ah oui, il y a des traitements. Alors, tout dépend du niveau de cette résistance, mais il y a le vieux médicament qu'on connaît qui est la metformine, qui est un médicament très connu. Alors, quand on l'utilise, on peut l'utiliser à des doses très basses, ça peut être 500 mg. D'ailleurs, il ne faut jamais dépasser 2000 mg. Ça ne sert à rien. Après, ça donne vraiment des problèmes. Ça donne des problèmes intestinaux. Vous savez que tout médicament actif a des effets indésirables. Et quand vous dites des problèmes intestinaux, c'est des problèmes de diarrhée, non ? Oui, diarrhée. Mais ça dure 2 jours. Après, ça disparaît. Par contre, il y a des gens qui sont toujours un peu plus sensibles que d'autres. Voilà, parce que vous savez, un médicament qui n'est pas actif n'a aucun effet indésirable. Là, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Les gens vous disent, c'est un médicament. Oui, un médicament actif et efficace, c'est un médicament qui a des effets indésirables. Voilà, c'est tout. Donc, s'il n'en a pas, c'est que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on peut prendre un peu de metformine, mais surtout et avant tout, il faut faire de l'exercice et il faut diminuer tout ce qui peut faire de l'insuline. Qu'est-ce qui fait de l'insuline ? C'est le sucre. Quand on avale du sucre. Et il faut se méfier des féculents. Parce que les féculents, on les a toujours affublés de glucides lents. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est juste que la distinction sucre rapide et sucre lent n'a vraiment plus aucune voilà. C'est plus du tout dans l'air du temps. Voilà, ce qui est important, c'est la charge glycémique qui est liée à l'index glycémique. C'est-à-dire que si vous prenez des pâtes et vous les cuisez trop, c'est comme si vous mangiez du sucre en poudre. Voilà. C'est de la même façon pour le riz. Donc il faut cuire al dente. Il y a certains riz, certaines pâtes. La pomme de terre, malheureusement, elle est toujours assez riche dans un certain amidon qu'on appelle l'amylopectine. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On le retrouve d'ailleurs dans le livre pour ceux que ça intéresse. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est être relativement... Il vaut mieux remplacer, par exemple, les féculents par des lentilles, par des pois chiches, ce qu'on appelle les légumineuses. Pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, topinambour, petits pois, lentilles. Ça, c'est des trucs. Alors, le problème, c'est que si on en mange trop aussi, on peut être ballonné parce qu'il y a beaucoup de fibres. Mais ça nourrit aussi notre microbiote. Donc il faut trouver une façon assez raisonnable de faire les choses pour qu'on puisse diminuer cette résistance à l'insuline. Mais ce qui le réduit le plus, c'est l'exercice. Voilà. Voilà. L'exercice et encore l'exercice. Parce que les muscles vont devenir, ils ne vont plus être insulino-résistants. Et comme on a à peu près 60% de notre masse qui est de muscles, ils vont absorber ce sucre, l'insuline va diminuer, il n'y aura plus les problèmes de l'hyperinsulinémie. En fait, ce qui est très intéressant dans l'insuline-résistance, c'est que comme les organes résistent à l'insuline, donc n'ouvrent pas leurs portes pour faire entrer le sucre, le pancréas en fait plus, et que le fait d'avoir plus d'insuline, c'est toxique pour les autres organes. On l'a vu sur les ovaires, on l'a vu sur le rein, il y a aussi sur le cœur, on l'a vu sur les articulations, et ainsi de suite. C'est pas bon de rester avec beaucoup d'insuline. Voilà. Et surtout que ça fatigue le pancréas, puisque à un moment donné, à force Absolument. de fabriquer trop d'insuline, il finit par plus en fabriquer. Exactement. Et souvenez-vous, on avait fait une émission sur le pancréas. Le pancréas, il n'y a que à peu près 5% du pancréas qui fait de l'insuline. Tout le reste fait des protéases, des lipases, enfin des enzymes pour la digestion. Mais la partie réservée à l'insuline, c'est très peu de choses. C'est 5%. Donc quand ces 5% de cellules sont épuisées, voilà. Ce qu'il faut retenir de cette insulino-résistance, docteur Alouche, c'est qu'en fait, c'est réversible. Oui. Au stade d'insulino-résistance, absolument. Comme au stade de prédiabète, c'est réversible. C'est la bonne nouvelle pour SOPK aussi. C'est la bonne nouvelle pour l'hypertension au début.
Parce qu'après un moment, vous savez, le problème de l'organisme, c'est qu'il a un effet cliquet. Je suis pas hypertendu, et clic, à un moment je deviens hypertendu, je le serai à vie. C'est la même chose pour le diabète. Je suis prédiabétique, clic, je deviens diabétique, c'est à vie. Il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que le cerveau fait un choix à un moment, on ne sait pas pourquoi. Et le jour où on le saura, je pense que ça vaudra un Nobel à quelqu'un. Mais en tout cas, c'est pour ça, tant qu'on ne l'est pas, il faut faire ce qu'il faut pour ne pas le devenir. Parce que regardez aujourd'hui, les grandes maladies, c'est quoi? C'est hypertension, diabète et cancer. Donc, quand vous avez ce sont les 3 grandes maladies. Les cancers, ils sont liés effectivement soit à des facteurs génétiques, soit avec des facteurs viraux, soit à des facteurs d'environnement. Regardez aujourd'hui les cancers du pancréas à 400% en 10 ans. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe quand même. Faut chercher. Il faut que nos épidémiologistes travaillent. Et je veux dire qu'ils ne travaillent pas, mais il faut qu'on comprenne. Il faut que chaque cas soit investigué. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été mangé? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a eu des produits ménagers autour? Est-ce que les produits ménagers étaient près de l'alimentation? Enfin, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Voilà, moi je milite beaucoup pour la prévention. La prévention, c'est... Parce que le jour où vous êtes malade, votre vie bascule. Et c'est dur pour les gens. C'est vraiment dur parce qu'ils sont malades, mais personne ne le sait ou ils ne veulent pas le dire. Oui, c'est des maladies chroniques après. Voilà, après, c'est chroniques, ça veut dire que c'est des maladies qui s'installent dans le temps. Exactement. Et qui font que l'avenir n'est pas vu de la même façon. Donc il faut absolument aider ces gens. Et en tout cas, il ne faut pas que nos enfants et nos petits-enfants soient dans ce cas-là. Il y aura toujours des maladies, toujours. Mais celles qu'on peut prévenir, et là on parle de maladies qu'on peut prévenir, eh ben faisons-le. Un journal du soir titrait cet été « Tous diabétiques ». Oui. C'est ça qui nous pend au nez ? Je pense que le diabète sera la maladie la plus... Vous savez, il y a des pays, il y a déjà un adulte sur 2 qui est diabétique. Des grands pays. Donc un adulte sur 2 prédiabétique, ça veut dire 70% d'entre eux seront diabétiques dans les 10 ans. Donc voilà, et le diabète, je vous rappelle, c'est la première cause d'insuffisance rénale, première cause d'amputation non traumatique, première cause de cécité, première cause de neuropathie diabétique, première cause de maladie cardiovasculaire. Enfin, attendez, quoi. Il faut vraiment se bouger. Il faut se bouger. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu agressif, et j'en suis désolé, sur la bataille collective. Oui, on l'a perdue. Maintenant, il faut une bataille individuelle. Donc moi, mon message, c'est de dire à chacun d'entre vous, eh bien, vous écoutez ce genre d'émission, vous savez... Parlez à votre médecin traitant et dites que ça passera pas chez vous, quoi, et que vous allez faire quelque chose pour vos enfants, pour vous-même. C'est important parce qu'il y va de notre avenir. Donc voilà. Alors je sais bien, c'est pas drôle parce que il faut surveiller un peu ce qu'on mange, mais il faut. Moi je sais que par exemple ce que je propose à mes patients, c'est une fois par semaine, il y a un super repas, on mange ce qu'on veut, on n'en a rien à faire. Mais le reste du temps, il faut une routine. Et c'est pas tous les jours la fête. Non, mais aujourd'hui, c'est devenu tous les jours la fête. C'est happy hour à 5h, c'est machin, c'est l'apéro, c'est les cacahuètes, c'est les chips, c'est les machins. Mais arrêtez, quoi. Une fois par semaine, oui. Avant, on le faisait le vendredi. Vous savez pourquoi on le faisait le vendredi ? Parce qu'on était payé le vendredi. Bravo. Avant, Georges Pompidou, les Français étaient payés par semaine. Donc le vendredi, on avait la paye et on craquait un peu pour se faire plaisir avec les copains et les copines. Mais aujourd'hui, on est payé au mois. Donc voilà. Et vous le voyez, quand il a fait chaud, là, on a eu une période quand même de canicule. Les gens, qu'est-ce qui est le premier réflexe ? Ils vont manger une glace. Oui, mais attendez, s'ils sont en vacances, faut pas... Non, moi je vous parle pas des gens en vacances, moi je parle des gens qui sont au boulot, voilà. Mais la glace, si vous avez... À midi, ils vont manger une glace à midi. Si vous avez un capteur, glucose, justement, pendant les 15 jours que je vous propose, mangez une glace, vous allez voir ce que ça va être. Si vous voulez grossir, de toute façon, pour les gens qui sont pas gros et qui veulent prendre un peu de volume, la glace, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est du gras et du sucre. Donc voilà, vous avez le sucre qui fait augmenter l'insuline, vous avez le gras. Donc le gras, lui, se stocke tout seul, et le sucre va se stocker parce qu'il va être transformé en gras. Voilà. Vous voulez grossir, mangez des glaces. Bien. Donc le capteur, ça c'est le défi de la rentrée du docteur Alouche. Oui, absolument. Alors, absolument. Je pense aujourd'hui, si vous voulez, que vous avez plein de gens qui ont des montres connectées. D'accord ? Et ils vous disent, j'ai fait 6000 pas, j'ai fait 8000 pas, et puis je peux mesurer mon débit cardiaque. Tout le monde est d'accord là-dessus. Eh ben moi, je dis que peut-être demain, il y a déjà des montres qui vous donneront des glycémies. Eh ben vous avez votre glycémie. Ça existe déjà Ça existe, mais elles ne sont pas très fiables. Il y en a déjà. D'accord. Elles ne sont pas très fiables. Sinon, vous avez les capteurs. Vous avez 3 marques, 3 laboratoires qui font des capteurs qui sont homologués, parce qu'il faut être homologué GMP. GMP, c'est bon pour les hommes.
Hein, il faut tous les médicaments. Voilà, hein. Bon. Good medical practice. Et donc, good manufacturing practice. Et en fait, savoir où on est sa glycémie, mais moi je milite pour qu'on le fasse une fois tous les... Vous faites bien une coloscopie tous les 5 ans après 50 ans. Ben moi je dis tous les 5 ans après 30 ans, eh ben on regarde, on se fait une photographie. On dit tiens, j'ai mangé du pain, et le pain, mon vieux, ça m'a fait monter comme ça. Donc c'est plus le médecin qui fait le mauvais rôle, la diététicienne ou le coach qui a le mauvais rôle, en disant oui mais faites attention. C'est vous regardez. Quand vous savez, alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand l'homme sait, même inconsciemment, il se comporte plus de la même façon. Voilà. Donc à partir du moment où vous voyez que ça a fait chic et que ça n'a pas fait la dune du Pilat ou la dune mauritanienne, mais que ça a fait le ballon d'Auvergne, vous vous dites bon là, camarade, il faut que je me calme. Vous pouvez décider d'en remanger parce qu'il y a un événement machin, mais vous ferez attention. Donc 15 jours pour le capteur. Oui. Ouais. Moi je considère qu'un jour c'est très bien. Je travaille beaucoup sur ça, sur les modèles, sur les variations, sur les trucs. Et je pense que plus les hommes se connaîtront, plus les femmes se connaîtront, et mieux ils pourront prendre en charge leur santé. Parce que la prévention, on a aujourd'hui, il faut quand même voir la situation. On a de moins en moins de médecins. C'est devenu un métier qui est malheureusement, qui est le plus beau métier du monde, croyez-moi, mais qui est très peu attractif pour les jeunes, parce que c'est des études très longues et une rémunération qui n'est plus à la hauteur de la charge mentale, sociale et responsabilité. Je rappelle quand même qu'un médecin, quand il rentre chez lui, il a dans la tête les patients qu'il a traités avec ceux qui lui posent problème et tout. Il ne va pas prendre sa douche et aller se coucher en disant bon bah demain je verrai. Voilà. Donc c'est une responsabilité. Donc il y a de moins en moins de médecins. Donc ça veut dire que déjà tous les médecins seront quasiment complets pour traiter les maladies, les malades. Donc la prévention, ça m'étonnerait qu'elle soit faite par les médecins. C'est très compliqué pour un médecin de faire de la prévention, parce que la prévention, c'est long. Si moi, je dois vous faire une interview sur votre diététique, ça va prendre 1 heure. Quel est le médecin qui va pouvoir consacrer 1 heure? D'accord? Donc, les médecins, ils ne pourront pas. Donc, ça peut être des applis, ça peut être des machins, mais la réalité, prenez-vous en main. Prenez votre santé en main. Vous avez un allié qui est votre médecin traitant, qui vous connaît très bien. Il vous aidera pour le faire. Mais faites-le. Intéressez-vous à ça. N'attendez pas que la maladie arrive. Ne l'attendez pas. Voilà. Et à la rentrée, intéressez-vous donc à votre résistance à l'insuline. Voilà. C'est le message que fait passer le docteur Alouche. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission Docteur Alouche. Vous verrez la vidéo sur beurrefm.net. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et très belle journée santé sur Beurre FM.